Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un ténor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview un peu particulière avec un invité de marque, qui je pense ne vous laissera pas indifférent. Il s'appelle Jean-Daniel Thunzer. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Super, merci. Alors, je vais te réexpliquer un peu comment ça va se passer durant cette interview. Le principe de cet échange, c'est qu'on va parler de musique, de sensations, mais surtout dans un cadre qui ne se veut pas intellectuel et le moins académique possible. L'idée, c'est d'être le plus près du ressenti, de laisser place à ce que la musique te laisse vivre et te fait vivre, plutôt que d'essayer de la comprendre. Ouais. Ça te va? Oui, ça me va très bien. Très bien. Bah écoute, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Bon, alors j'ai un parcours assez bigarré. J'ai fait un doctorat en philo il y a quelques années. Donc la soutenance a eu lieu le 8 décembre 2017. Autrement dit, ça fait bientôt 8 ans que j'ai fini mes études en philo. Je continue à donner quelques cours à l'université à Paris. J'écris quelques bouquins de philo pour les spécialistes, donc je te passe les détails. Et puis à côté de ça, j'ai travaillé en banque, en assurance, bientôt en politique. J'aime bien multiplier les expériences, découvrir de nouveaux horizons et puis donner un horizon concret à mes actions. D'accord. Donc effectivement, ton parcours est effectivement très atypique. Tu as quand même fait de la banque, de l'assurance, en parallèle. Donc De l'audit financier. voilà, donc on va dire que tu as plusieurs cordes à ton arc. Mais ton métier principal avant tout, c'est d'être philosophe. Ouais, c'est pas un métier, c'est une passion. C'est ma spécialité. J'ai travaillé en philosophie pendant quand même très très longtemps. Officiellement, je suis toujours chercheur associé à l'école normale à Paris. Oui, c'est ce que je connais le mieux. D'accord. Et par rapport à la musique, qu'est-ce qu'elle représente dans ta vie? Alors là, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que la musique m'a toujours accompagné d'une manière ou d'une autre. Ça a toujours été une façon de ponctuer les choses. Ça m'accompagne dans certains événements très particuliers, avec une teinte qui est particulière à certaines émotions. C'est-à-dire que je peux me retrouver tout seul, parfois, écouter certaines musiques avec un certain ton, dans une certaine ambiance, et ça va ponctuer ma vie, de telle façon qu'un jour, si ça va pas, je vais écouter ce style de musique. Dans cette situation très précise, quand ça va très bien, ça sera dans un autre milieu, par exemple la voiture, avec une décapotable, il fait beau, il fait chaud, et avec un autre ton encore. Disons que ça m'a toujours accompagné et souvent, c'est pas tellement la musique, c'est ce qu'elle me fait ressentir. À savoir, je sais que c'est souvent rattaché à une émotion en particulier. Les paroles, la ligne de basse, je suis un grand fan de basse, c'est l'ambiance dans laquelle elle me met, c'est un tout, la musique. Tu te considères comme une personne qui écoute beaucoup de musique? Énormément, ouais. Vraiment tous les styles différents, tu ne t'arrêtes pas à un ou deux styles en particulier? Non, ça peut être du Schubert, du Brel, du Ferré, de l'électronique. J'étais DJ pendant 5 ans à peu près. Ah oui, quand même. Tu le savais pas? Ah non, je ne le sais pas. Ouais, j'étais DJ pendant 5 ans parce que le constat était très simple, j'aime beaucoup la musique mais je suis pas du tout musicien. D'accord. Autrement dit, j'ai essayé de faire du piano, ça marche pas, j'ai essayé de faire de la guitare, de la basse, je suis très mauvais avec les instruments, mais par contre, une table de mix et c'était bon. Et comment t'en es venu justement à aller vers tout ce qui est musique électronique? Alors ça, c'est une histoire assez particulière, c'est-à-dire que je trouvais que la musique électronique, c'est ce qui permettait de mieux mélanger tous les styles de musique. Même hors de la musique électronique, on prend les différents rappeurs, le hip-hop et autres, leur sample, c'est généralement de la musique classique. On peut se retrouver par exemple avec NTM qui avait fait My People, je crois que c'est comme ça le titre, ils avaient samplé du Chopin. Et dans la musique électronique, on peut en retrouver aussi. J'aime bien la musique qui est vraiment électronique, pas forcément que de la house ou de la techno. Je trouve ça très répétitif, très redondant. Par contre, quand tu prends de la musique électronique un peu plus symphonique, tu peux te retrouver avec des choses qui sont absolument extraordinaires. T'as un exemple en particulier qui t'a marqué récemment? Il y en a un, je sais pas si je pense que personne le connaît, tout le monde l'a oublié. C'était Ifan Dafid. Je pense que c'est un mec du Nord qui avait samplé énormément de musique classique pour faire sa musique. C'était absolument extraordinaire. Il y avait une musique qui s'appelait Eclipse, mais celle qui m'avait le plus touché, et il faudrait que je te retrouve le titre. C'est même moi qui l'avais posté sur YouTube à l'époque. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc en plus, tu connaissais l'artiste en question. Non, parce que c'était sur SoundCloud. C'était l'époque, je te parle de 2010, où pas grand monde utilisait YouTube. En tout cas pas comme aujourd'hui, où il y a 10 ans, c'était vraiment le tout début de l'utilisation de YouTube, où même tous les Squeezie et autres, ils n'avaient pas dépassé les 15-20 000 abonnés. Oui, parce qu'on rappelle quand même aux auditeurs que, pour ceux qui ne connaissent pas, SoundCloud, c'est un moyen pour les musiciens des potentiels professionnels ou tout simplement des amateurs ou des semi-professionnels. C'est un endroit où ils pouvaient à l'époque publier de la musique beaucoup plus facilement. C'est ça. On n'avait pas Deezer, on n'avait pas Spotify et autres. Le streaming musical en 2010, on n'y était pas encore vraiment. Non. On faisait encore beaucoup de téléchargements. On se rappelle tous, de manière bien sûr tout à fait légale, télécharger les musiques MP3 sur YouTube ou sur des sites un peu obscurs.
Donc effectivement... Ah, c'est ça, mais il y avait MySpace aussi. Oui, tout à fait. Il y avait C'est, MySpace. tous les gars comme Arctic Monkeys, même en parlant de DJ, il y avait Huffy, il y avait Justice et autres. C'est des gens qui ont vraiment débuté sur MySpace. Et ensuite, on les a découverts en CD, en live, etc. Mais c'était SoundCloud, MySpace. Il y avait Beatport pour les DJ. Ça, c'était la plateforme officielle avec toutes les nouveautés qui existaient. C'est vraiment, mais je crois que ça existe toujours. C'est la meilleure plateforme qui existe aujourd'hui pour les DJ. Où souvent, il y a des musiques qui sont en avant-première, quelques semaines avant les sorties officielles. Effectivement, par rapport à la musique, est-ce que tu te souviens d'un moment où la musique t'a marqué ou t'a bouleversé? Quand ça m'a marqué, alors on va dire, j'ai grandi avec la musique. J'ai une mère qui écoutait beaucoup de musique des années 80, beaucoup de dance aussi, mais forcément je suis né en 91. J'ai vécu pas mal de choses. Il y avait la dance, l'eurodance qui était à son sommet, il y avait toutes les musiques, on va dire francophones, de variété, donc beaucoup d'Alain Souchon, Hélène Ségara, Céline Dion, tout ça c'était vraiment leur apogée. Même j'ai une partie de la famille qui écoutait que de la variété. Mais ma mère, c'était plutôt musique américaine. Billy Idol, Madonna, etc. J'en ai mangé. Je les connais absolument par cœur. George Michael aussi. Moi, ce qui m'a vraiment touché, je pense que la vraie claque au niveau électronique, il y en a beaucoup qui disent que c'était Daft Punk, moi c'était Prodigy. Ah, je connais pas du tout. Alors Prodigy, c'est vraiment un très très grand groupe britannique des années 90, toujours très célèbre aujourd'hui. Et j'étais bercé à MTV. Alors j'avais la chaîne MTV français, MTV allemand, t'avais MTV Soy et encore MTV normal, et t'avais encore MTV anglais. Parce que ma mère elle me payait tous les accès pour avoir tous les MTV, j'étais un fan de musique. Et faut se dire qu'à cette époque-là, donc je parle des années 90, début 2000, les musiques sortaient, il y avait vraiment un décalage entre les sorties en France et les sorties aux États-Unis ou en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y avait des albums qui sortaient 2-3 mois avant en Angleterre, en Allemagne, et ça venait seulement bien plus tard chez nous. Donc j'ai regardé ça sur MTV, d'abord chez les Anglais, ça sortait ensuite chez les Allemands. Et souvent, comme j'habitais à côté de la frontière, on prenait la voiture, on allait acheter les CD en Allemagne. Donc ça veut dire que tu te sentais dans un sens un peu privilégié quand il y a de la musique qui sortait et que tout le monde disait « Ah, mais t'as déjà écouté le dernier titre, il est super » et toi tu disais « Oui, mais j'ai ouais. déjà l'album. Ouais, voilà, toi tu connaissais déjà le truc avant qu'il sorte officiellement en France. » Ouais, c'était pareil pour les DVD, c'est-à-dire que j'achetais souvent mes DVD sur Amazon anglais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Shaun of the Dead, je l'avais peut-être 2 ans avant sa sortie en France. Arrête, vraiment? Si. C'est super impressionnant ça. Ouais. Je savais pas que c'était possible. C'était carrément ça, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'il y a encore ce décalage entre les sorties? Tout se fait en live direct maintenant. Tout sort en même temps. Oui, avec le streaming tu peux pas faire autrement. Tout ça en même temps, il y a juste les films où tu as parfois un décalage parce qu'il n'y a pas forcément les bons distributeurs ou pas de distributeurs du tout en France. Tu prends Everything Everywhere All at Once, c'est une histoire encore particulière ça, mais quand c'est sorti aux États-Unis, il n'y avait quasiment pas de distributeur. Par contre, c'était noté 99 sur 100 sur Rotten Tomatoes, donc c'était un chef-d'œuvre. Et ça a pris 1 an pour sortir dans tous les cinémas aux États-Unis, et ensuite encore 1 an pour arriver en Europe. Et ensuite, ils ont eu tous les prix qui existaient. Mais bon, ça existe encore pour quelques films, mais là, c'est un cas très particulier où la question, c'était le distributeur. Pour la musique, c'est un peu différent puisque, comme tu dis et comme on a expliqué, les plateformes de streaming maintenant sont partout. Ouais. Que ce soit bon pour le cinéma bien sûr, mais surtout pour la musique. On a plusieurs plateformes, il y a Spotify qui est la plus connue, Apple Music, Deezer, pour ne citer que le français. Ouais. On a notre propre plateforme musicale en France. Pas beaucoup de pays en ont, donc ça nous permet justement d'avoir ce côté indépendant entre guillemets, même si bon, entre Spotify et Deezer, il y a quand même une grande différence d'abonnement et surtout de propositions sur la plateforme. Je sais pas du tout. En fait, effectivement, tu as vraiment une grosse différence entre les plateformes. Pareil, par exemple, pour la musique classique, ça c'est quelque chose que j'avais remarqué. À l'époque, il existait une grande plateforme, il y a quelques années, qui s'appelait Adagio, qui était vraiment la plateforme de musique classique par excellence, où tout ce qui était publié était rassemblé pratiquement au même endroit. Entre-temps, je sais que c'est une plateforme qui a été rachetée par Apple. Ils ont ensuite créé Apple Classic. Et c'est vrai. Voilà, donc ça a créé la plateforme classique de la musique. Par contre, effectivement, il y a quand même de grandes différences encore entre Spotify et Apple Music. En tout cas, ce moment qui t'a bouleversé dans la musique... C'était principalement la musique électronique. Avec Prodigy, comme je le disais, mais c'était à la fois esthétique et comme j'étais nourri à MTV, on voyait les clips principalement. C'était un clip qui était très traumatisant pour quelqu'un qui avait à peu près 8 ans. Et puis même le rythme, tout ça, c'était très agressif. C'est un mélange de... Enfin, c'est vraiment de la musique qui est née dans les caves londoniennes. Enfin, peut-être pas londoniennes, mais en tout cas en Grande-Bretagne. Autrement dit, c'est même pas de la techno, c'est vraiment très agressif. Et ça fait peur en même temps. Et quelques années plus tard, j'avais pas retenu le nom de ce groupe. Ils ont refait un autre clip. Et là, je me suis tout de suite souvenu de ce traumatisme-là. Et j'ai voulu acheter l'album, etc., etc. Et pareil, dans le même esprit, celui qui m'a vraiment le plus touché quand j'étais adolescent,
c'était Marilyn Manson. J'étais un très très grand fan de Marilyn Manson. Mais pareil, parce que l'esthétique de son clip Tainted Love m'avait traumatisé. C'était passé un soir en avant-première sur MTV2 en Allemagne, et je l'ai vu à sa sortie officielle à 17h environ quand je sortais de l'école primaire. Et là je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc-là? Je me suis rendu compte que non seulement il y avait une esthétique qui me plaisait assez bizarrement, et de l'autre côté il y avait aussi des paroles qui étaient très sympathiques. C'est pas seulement un provocateur, c'est aussi un parolier. C'est lui qui conçoit absolument tout dans sa musique, même si j'ai arrêté de l'écouter depuis à peu près 15 ans. Enfin, j'écoute toujours, mais les classiques. C'est-à-dire je m'arrête aux albums de 2001-2002 parce que je considère que c'est sa meilleure période de 94 jusqu'à 2002. Et en fait, j'ai baigné là-dedans, dans cette culture, on va dire, un peu alternative, où il y avait toujours un mélange à la fois d'électronique, de bonnes paroles, et je pense que Manson, d'une certaine façon, m'a beaucoup inspiré aussi pour la philosophie, parce qu'il est pétri de philosophie allemande. Il n'y a peut-être pas grand monde qui le sait, mais il a été nourri de philosophie, on va dire, nietzschéenne, de Schopenhauer, etc., donc quelque chose qui est à mi-chemin entre le pessimisme le plus total et la recherche d'une sortie heureuse de la création, de la poésie. Il mêle toujours ces deux dimensions-là qui sont contradictoires, entre quelqu'un qui crée constamment, mais qui est toujours empêtré dans une mentalité, on va dire, assez pessimiste, voire dépressive. Et ça, c'est aussi en contradiction avec ses positions, enfin, c'est aussi dans la suite de ses positions politiques. Il voulait montrer, pas la bêtise, mais la contradiction de la société occidentale américaine qui joue sur l'hyper-optimisme avec du Britney Spears, du Christina Aguilera, etc. Parce que c'était au même moment, finalement. Les tensions internes qu'il y avait. On se souvient aussi de Columbine, où il y avait des élèves qui avaient tiré sur leurs camarades dans un lycée, etc. Et je trouve que c'est quelqu'un qui m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Que ce soit au niveau musical, au niveau des paroles, au niveau de l'esthétique. C'est difficile aujourd'hui de retrouver quelque chose qui mêle toutes ces dimensions-là. D'accord, donc tu peux dire que les paroles, l'esthétique et autres, tout ça a un lien avec les mots, et la musique, tout ça veut dire quelque chose et veut faire réfléchir. Ouais, en tout cas, pas forcément réfléchir, mais cette musique-là, en tout cas, a vocation à interloquer. Je vais parler un peu philo, mais c'est un peu comme Socrate finalement. Ce qu'il cherche, c'est pas la provocation, c'est vraiment de provoquer un choc qui permette à la personne de se poser les bonnes questions. C'est surtout ça, c'est sortir du quotidien, provoquer ce choc, on va dire, à la fois esthétique, moral et ainsi de suite, pour te dire, bon, ben, en fait, les choses ne sont pas telles qu'elles se présentent à moi, et en tout cas telles que je les concevais auparavant, et donc revoir les choses d'une façon différente. Pas les changer du tout au tout, mais en tout cas progresser vers une conception un peu plus nouvelle, un peu plus complète et pas seulement pleine d'a priori, de préjugés, etc. Donc j'aime bien cette musique qui est, on va dire, faussement provocative, mais en tout cas elle interloque. Elle nous donne un petit coup qui permet de nous réveiller. D'accord. Est-ce que la musique t'aide à penser ou au contraire, ça t'aide parfois à arrêter de penser? Pour penser, j'écoute de la musique classique. Ça, c'est pendant les séances de lecture. Donc là, quelque chose de très calme, il me faut surtout pas de paroles, que de l'instrument. Je l'ai tellement incorporé finalement que c'est plutôt un accompagnement. C'est pas quelque chose qui va m'aider à réfléchir, c'est plutôt quelque chose qui va me mettre dans un état, dans une humeur particulière. Et là, j'insiste encore, c'est le côté philosophe qui parle. Il y avait ce terme de Stimmung chez Heidegger qui est très fort, pour le traduire par humeur, qui vraiment donne une teinte à la vie. C'est plutôt ça, et la musique donne cette teinte. Elle m'accompagne dans le sens où, selon l'humeur que j'aimerais avoir, selon la situation que je vis, que je traverse, je peux écouter telle ou telle musique, tel genre de musique, puis me retrouver, me ressourcer, parce que c'est aussi une forme de catharsis où on refait le plein d'énergie. Ça permet à la fois de se couper du monde, de suspendre, on va dire, le monde au quotidien et de rester dans sa bulle et en même temps de se grandir. Et est-ce que justement, au contraire, t'as quelque chose justement qui te permet d'arrêter de penser? Un genre musical ou une musique, tu sais que c'est quelque chose où t'as vraiment pas besoin de réfléchir, t'as juste besoin de prendre ton cerveau, de le poser et d'emmagasiner quelque chose. Ça, je dirais que c'est la quasi-totalité des musiques. Il y a certains styles qui, effectivement, peuvent... Ça dépend de l'attitude que j'ai moi-même. C'est-à-dire que si j'ai juste envie de me détendre ou quoi que ce soit, en fait, je vais pas me poser et réfléchir aux paroles ou au rythme ou à la construction ou à l'esthétique. C'est plutôt, je vais laisser tourner parce que c'est des musiques qui me font plaisir. Et ça va faire une sorte de variation d'humeur très agréable, mais par contre, pour ne plus réfléchir, en tout cas pour mettre un peu une pause dans la boîte à réflexion, c'est plutôt de la musique électronique, mais plus boum boum. Typiquement quand je vais à la salle de sport en fait. Je veux quelque chose qui soit dans mes attentes, mais qui soit aussi, encore une fois, juste efficace. Je sais que je vais courir pendant 30-40 minutes ou soulever des poids, il faut absolument que ce soit efficace. Ouais. Et maintenant on va parler un petit peu plus avec ton côté philosophe. En tant que philosophe, tu parles, tu enseignes et tu écris, parce que tu as écrit aussi un livre, voilà. Et j'ai écrit, t'as bien fait de le dire au passé, ouais. On n'est pas à l'abri un jour d'avoir un nouveau livre de ta part, mais on ne sait jamais. Idéalement, ouais. Est-ce que toi tu ressens une forme de voix intérieure dans ton travail?
Ça, c'est pareil, c'est une très bonne question. C'est un sujet sur lequel j'ai longtemps réfléchi. Une voix intérieure, je suis plutôt un adepte de Blanchot. C'est-à-dire, Maurice Blanchot, c'est pour recontextualiser, c'est littéralement l'un des plus grands, voire le plus grand critique littéraire du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu des gens se faire exécuter devant lui. Il a toujours été marqué par la question de la mort, du désespoir, de l'ennui, mais vraiment l'ennui au sens fort, hein. C'est pas juste je m'ennuie, j'ai rien à faire, hein. Quand il décrivait la création littéraire, même la création en général, il donnait l'exemple, par exemple dans l'espace littéraire, son œuvre la plus importante, il donnait l'exemple de Orphée qui descendait aux enfers pour chercher Eurydice. Et c'est à peu près la même chose. Lorsque Orphée fait cette recherche intérieure finalement, l'enfer c'est sa recherche intérieure pour trouver le cœur, la clé de son œuvre, Eurydice, son amour, sa tension interne finalement, son désir, l'œuvre se dérobe toujours à lui. C'est-à-dire que quand il la retrouve aux enfers, il la voit que de dos. Parce que s'il arrivait à la voir les yeux dans les yeux, elle disparaîtrait dans la seconde. L'œuvre se dérobe toujours, enfin selon moi, l'œuvre se dérobe à son créateur. Et ça a été pareil pour l'exercice de la philosophie. Et je pense que pour la musique, c'est à peu près la même chose. L'œuvre prend son indépendance par rapport à son auteur. C'est-à-dire qu'on peut prendre un film, une musique ou n'importe quoi finalement, même un livre, quel qu'il soit. Autant ça a été créé par un être humain, par une personne, avec son histoire qui lui est propre, etc. Mais elle a son identité propre et son indépendance. Et on peut la lire indépendamment de l'intention même de l'auteur, on peut lui faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui dépasse la question de la voix intérieure, c'est que la création en elle-même, c'est quelque chose qui peut faire rejaillir un autre en soi. C'est peut-être cette part de nous qui nous est totalement autre, qui est à l'épreuve de l'écriture finalement, ou de la création. Ça, c'est mon avis en tout cas. D'accord, mais est-ce que justement cette voix intérieure, tu l'as déjà vraiment ressentie dans ton écriture? Et parfois, tu t'es aussi posé la question, est-ce que cette voix est peut-être pas trop forte par rapport à ton raisonnement aussi personnel ou par rapport au monde qui t'entoure, où tu te dis que parfois certaines choses que tu aimerais exprimer, tu ne peux pas forcément les exprimer parce que ce sera peut-être trop intellectualisé ou justement peut-être pas assez intellectualisé. Je me pose pas ce genre de questions. J'essaie vraiment de donner à chaque fois, que ce soit durant mes cours, pendant les interventions, peu importe, ou même dans mon travail dans les assurances et autres. J'essaie pas de vulgariser, mais de transmettre de la façon la plus simple possible. Et maintenant, cette voix intérieure, c'est assez complexe parce que j'ai toujours eu cette impression que c'était pas moi qui écrivais. Même lorsque je parle, lorsque je fais une interview, lorsque je donne une conférence ou lorsque j'écris, c'est toujours cette impression d'être peut-être dissocié, mais que c'est pas moi qui parle. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans Merleau-Ponty qui est un grand phénoménologue, philosophe du XXe, il disait, je crois que c'est dans la phénoménologie de la perception, il disait « Dire je pense, c'est aussi bête que dire je respire ». C'est la question du jeu là-dedans. On est des machines à penser comme on est des machines à respirer ou à pomper le sang. Donc cette voix intérieure, est-ce que c'est pas simplement un mécanisme qui fonctionne de façon indépendante ? Et la conscience qu'on en a, c'est encore autre chose. C'est une question qui est extrêmement difficile. Alors du coup là je parle à qui? Je parle à la voix intérieure ou je parle à Jean-Daniel? Bon, je pense que c'est d'une certaine façon indissociable. Bonne réponse. Et tiens, par rapport à cette voix parlée, est-ce que parfois justement tu arrives à la faire taire? Écoute, on cohabite avec beaucoup de cordialité, on arrive à se tolérer, donc voilà, ouais, on fait avec. C'est comme une sorte de colocation, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais oui, ça se passe très bien. Ouais. Maintenant, on va parler d'écoute, de sensibilité et de lien. Est-ce que tu as l'impression qu'on écoute encore avec le cœur aujourd'hui? Je pense que même les gens qui écoutent du Aya Nakamura, ils écoutent avec le cœur. Pour la mauvaise blague, alors c'est très condescendant ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de musique qu'on écoute qu'avec le cœur, parce que si on écoutait avec le cerveau, il n'y aurait pas grand-chose. En tout cas, on écoute soit avec le cœur, soit avec les tripes. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, et puis on est dans une consommation qui est constante. Je fais le philosophe bas de gamme pour le coup, mais je le pense vraiment. C'est aujourd'hui, on a tendance à tout consommer. On n'est pas dans quelque chose qui est libertaire, on est dans quelque chose qui est plutôt libéral. Donc la consommation, la consommation, tout est donné à l'instant T, quand on le souhaite. Que ce soit même la culture finalement, même les êtres humains sur les différentes applications, tout. On consomme. Est-ce que c'est vraiment avec le cœur? Est-ce que c'est vraiment avec la tête? Est-ce que c'est vraiment avec les tripes? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit la musique, la culture, les êtres humains, on les consomme juste pour les consommer. C'est un peu triste à dire. Je sais que tout le monde a ses coups de cœur. Il y a des gens qui vont pleurer sur la musique du Titanic,
Moi, ce sera une musique de tel chanteur, enfin de Léo Ferré par exemple, peu importe. Mais je pense qu'on est dans une société qui est davantage portée sur l'efficacité que sur le cœur, l'intellect ou les tripes. Et finalement, quand on sort le soir, je suis pas sûr que les gens qui crient « Ah tiens, c'est ma musique » ressentent vraiment quelque chose au fond d'eux-mêmes. C'est juste « Ah tiens, ça me plaît parce que je connais et je l'écoute en boucle ». Mais est-ce que dans 10 ans, vous serez toujours autant touché par ces musiques? Moi, il y a des musiques qui ont changé ma vie. Comme lesquels, par exemple? Tu prends Massive Attack, Marilyn Manson, Jeff Buckley, Brel. Voilà, Brel, ça c'est l'exemple parfait où je peux l'écouter en boucle, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle vraiment de l'intimité. Brel, pour moi, c'est l'intimité la plus intérieure que l'intérieure. Autrement dit, c'est vraiment c'est comment je me parle à moi-même par une voix extérieure. C'est extraordinaire. C'est un vrai dialogue, finalement. T'as pu te remettre en question avec, par exemple, ces musiques et ces textes? Tu te retrouves, c'est-à-dire que autant avant tu parlais de voix intérieure, autant là tu mets un médium entre toi et toi finalement. C'est cette musique qui va te parler et toi tu te parles en même temps. Et finalement c'est un jeu de réverbération finalement entre toi, cette musique et ce dialogue que vous faites à deux. Donc c'est très intéressant, mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, il suffit de voir les playlists qu'on a sur Apple Music, sur Spotify ou autres, qui écoutent vraiment ça avec le cœur ou avec les tripes ou autre chose. Je pense que c'est surtout une sorte de collection, on se dit, bon, ben, on a sensiblement la même variation de la même chose. Est-ce qu'il y en a une qui sort vraiment du lot ou pas? Je sais pas. Il y a toujours ce côté où justement dans les playlists en question, une musique qui nous parlera à chacun par rapport à notre vécu, par rapport aussi à une situation. Ça peut être, on a cette image de la personne éplorée dans son lit en train de manger une glace et en train d'écouter du Whitney Houston. C'est de la musique pour pleurer, ou encore à côté il y a de la musique où c'est vraiment pour de la joie pure. Whitney Houston par exemple c'est un bon exemple. Ah oui, I Will Always Love You. Always Love You, où justement là c'est une musique vraiment pour pleurer. Ouais. Et à côté t'as I Wanna Dance With Somebody. Ouais. Là c'est vraiment j'en ai plus rien à faire des gens, laissez-moi tranquille, je veux juste être heureux. T'as des gens à qui ça va leur parler cette musique, d'autres peut-être pas, parce qu'ils ont pas le même ressenti. Et je trouve que c'est intéressant justement de cette écoute avec le cœur. Ou par exemple toi tu vas me dire que Marilyn Manson, tu vas écouter ça aussi avec le cœur. Ah oui. Du Jacques Brel, tu vas écouter avec le cœur. Peut-être aussi du Aznavour. Hein. Après, là, on arrive sur des paroliers qui sont vraiment très très connus et surtout très très forts dans leurs textes. Ouais. Comme par exemple, je sais pas, moi, effectivement, tu parlais d'Aya Nakamura tout à l'heure. Une de ses musiques, c'est je sais plus c'est laquelle, mais c'est... Pookie. Par exemple, Pookie, où effectivement, c'est « Tu m'énerves, dégage, j'ai pas besoin de toi dans ma vie ». Oui, je sais plus qui chantait « Tu hors de ma vue ». Ça c'était Weshden. Voilà. Au niveau des paroles, effectivement. Mais encore une fois, c'est efficace. Moi, je leur en veux pas tellement. Enfin, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Dans le fond, c'est pas mon style de musique. Alors ceux qui apprécient, ils apprécient. Et parfois, ça me fait rire aussi. C'est quand même efficace. Ça fait danser, ça fait d'air. On peut pas leur en vouloir, en fait. Et justement, les prendre de haut, je pense qu'il n'y a pas plus condescendant et plus con tout court. Dans la mesure où c'est comme les gens qui critiquent Johnny Hallyday. Les paroles n'étaient pas toujours folles, la musique n'était pas toujours folle, mais par contre, son effet, il est indéniable. Ouais, ça faisait vibrer. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, je me souviens que quand j'ai fêté mon doctorat à l'époque, Johnny venait de décéder 2-3 jours avant. Toutes les personnes qui étaient là ont dû subir une soirée avec beaucoup de Johnny Hallyday parce que j'ai grandi avec ça. Alors, je suis pas le plus grand fan au monde, mais par contre, ça me touchait vraiment. Je me suis dit, là, on a vraiment une... C'est même pas seulement une superstar, c'est une idole. L'idole des jeunes, voilà, aussi bêtement que ça. C'était un modèle pour beaucoup de monde. Les gens qui ont aujourd'hui 70, 75 ans, ils ont connu le début des années 60 avec un Johnny qui les a marqués au fer rouge pour toute la vie. Ils voulaient lui ressembler et c'était le véritable modèle. Ouais, le bad boy par excellence, qui représente aussi cette liberté, comme aujourd'hui où effectivement on a un sentiment quand même avec plus de liberté, même si on a l'impression d'être un peu plus enchaîné. C'est un peu paradoxal justement. C'était l'époque où tout était possible. Voilà, c'est ça. C'était la libération des mœurs aussi et c'était hyper important. C'est des gens qui ont quand même connu la guerre d'Algérie, ils étaient encore obligés de faire leur service militaire, etc., etc. Ils ont vu les péripéties de Johnny au moment même où ils vivaient leur propre adolescence, au début de vie adulte. Donc forcément, ils s'identifiaient à cette personne-là qui était un peu leur reflet tout en étant le meilleur des reflets possibles. Si la musique pouvait poser une question au monde d'aujourd'hui, ce serait quoi? Pourquoi toujours la même chose? Pourquoi toujours les mêmes accords? Pourquoi toujours les mêmes têtes? Pourquoi toujours la même esthétique? Ceux qui sortent du lot, je pense que c'est eux qui font vraiment... qui font de l'art. L'art, c'est pas répéter la même chose. Alors autant ça peut plaire au sens, on danse bien dessus, c'est marrant, ça nous met de bonne humeur, on peut aller en boîte, on peut faire des super soirées, c'est très bien. Mais la musique, c'est aussi de l'art, c'est aussi du beau, justement. Et parfois, il y a quelque chose de dérangeant dans l'esthétique, dans l'art. C'est David Bowie, pendant des décennies, c'était pas une personne qui était vraiment considérée comme
un excellent chanteur ou un artiste, etc. C'était quelqu'un qui était quand même dans l'ombre jusqu'à son album fin des années 80, là, quand il chantait Let's Dance. Qu'il l'a révélé au grand public. Qu'il a révélé au grand public, alors que pendant des années et des années, il était à Berlin et autres. Il était déjà connu dans un monde très alternatif et très artistique, mais qui cherchait une esthétique qui était à part finalement. C'était le renouveau. Mais c'est quand il a fait quelque chose de très normatif qu'il était devenu célèbre. Il est devenu célèbre dans le monde entier. C'est aussi une façon de faire un art normatif. C'est ça qui est dangereux, c'est qu'il sait qu'il a vendu un peu son âme. Parce que ses albums sont radicalement... Enfin, ses albums précédents sont radicalement différents. Totalement différents. Et c'est là où si j'ai un seul reproche à faire à l'art en général aujourd'hui, à ce qui est considéré comme art, c'est pourquoi toujours la même chose. Parce qu'en musique, c'est toujours les mêmes accords. Depuis 30 ans, c'est la même chose. Donc, je vais pas te contredire. Donc, il y a du changement quand même un petit peu, puisque les styles évoluent avec les époques, et par exemple tu vois beaucoup d'artistes et surtout beaucoup de sonorités de la scène underground qui arrivent, et ça fait du bien, ou justement... C'est réutilisé dans un cadre normatif, c'est ça qui m'embête. C'est réutilisé dans un cadre normatif, dans un moyen je pense aussi de consommation, puisque la musique, comme l'art, comme le beau en fin de compte, comme tu disais, c'est du consommable. Donc effectivement, ta question, elle est très pertinente, et seul l'avenir nous le dira. Ouais, mais c'est là, il y avait cette distinction qu'avait faite Heidegger au début du XXe. Justement, il parlait de Kunstindustrie. C'est vraiment le passage de l'art à l'industrie de l'art. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. C'est le jour où on se dit, telle personne sera, allez, on va dire Britney Spears. Ça sera notre marchandise. Elle va nous rapporter de l'argent, on va l'emmener chez un producteur en Suède qui a composé tous les grands hits depuis 20 ans. Il va nous pondre un album qui sera du préfabriqué. Ça va fonctionner parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes accords, les mêmes paroles, etc. Et ça fonctionne. Il n'y a rien de disruptif, il n'y a rien qui change, quoi que ce soit. C'est toujours une variation sur le même thème, quoi. Oui. Absolument. Mais après, ça a fait parler. On va dire c'était normatif, ça faisait parler, ça a aussi changé. Tu prends l'exemple de Britney Spears. Là, on était sur quelque chose, malheureusement, bon, elle a eu une carrière aussi fulgurante que écrasante. Ces textes ont beaucoup parlé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communautés en fait qui se sont retrouvées aussi dans ces textes, mais c'est justement dans ce cadre de normativité, ça a permis aussi à certaines catégories de population de se reconnaître aussi en les artistes et aussi en des hymnes. Je pense par exemple à la communauté LGBT où les personnes comme Britney Spears, comme Lady Gaga, comme Beyoncé. Ok, c'est très normatif, mais c'est une musique qui permet de faire parler, de faire bouger. L'exemple de personnalité normative que je peux utiliser, par exemple, c'est Madonna, qui a fait par exemple la chanson Vogue, qui est en fait un appel, on va dire, à l'expression. S'exprimer tel qu'on est. Mais c'est très normatif. Si elle n'était restée sur la scène underground, on n'en aurait sans doute jamais entendu parler. Donc c'est ça le paradoxe avec le côté normatif de la musique, c'est que pour faire parler et pour faire évoluer les mentalités, il faut passer justement par ce côté normalisé. Marchandiser un peu tout ça. Et c'est dommage, hein, je suis totalement d'accord avec toi. Hein, c'est là où je rejoins les premières questions que tu m'avais posées, à savoir qu'est-ce qui te touche vraiment dans la musique. En fait, c'est cette recherche constante. Et moi, je la retrouve plus dans la musique électronique. Tu prends encore une fois Ifan Dafid que personne ne connaît, ou John Hopkins qui est un peu plus connu. C'est des gens qui vont tout le temps chercher des nouvelles sonorités, même Massive Attack. C'est des gens qui dans les années 90 sont arrivés, ils ont tout changé. Portishead avec ce qu'on appelle le trip-hop, ils ont absolument tout changé, ils ont révolutionné les choses. Et tu trouves plus ce type de sonorité ou très peu. C'est ça qui me manque énormément. J'ai l'impression d'écouter tout le temps la même chose. Alors il y a certaines plateformes qui sont quand même fantastiques. Tu prends Radio Nova, tu prends FIP, etc. T'as quand même des choses assez intéressantes qui sont proposées. Mais dans la grande majorité, moi ça me frustre énormément. Quand je veux chercher quelque chose d'original, souvent je suis obligé d'aller chercher dans les années 90. Et c'est pareil pour les films. Tu prends les films Vanilla Sky à l'époque. Alors tout le monde dit que c'est un navet, mais finalement ce genre de film t'en trouveras plus. Ou Memento ou autre. C'est les années 90. Pour moi c'était vraiment le plus grand laboratoire depuis très très longtemps. Les années 80 c'était vraiment soit très underground, hyper underground, soit très normatif. Les années 90 c'était vraiment une recherche constante de nouveautés. Et tu te rends compte avec Prodigy King et Massive Attack qui est vraiment percé, Daft Punk et Marilyn Manson, Rammstein, tout ça, ils auraient pas pu exister dans un autre temps. Même Linkin Park est arrivé tout à la fin et c'était déjà un peu plus normatif, c'était déjà un peu plus lisse. Tous ces extraterrestres qui sont arrivés à un moment propice. C'est ça qui est extraordinaire. Et aujourd'hui finalement je vois pas trop d'extraterrestres. Pour conclure, j'aimerais te poser une dernière question. En ce moment, est-ce qu'il y a une musique, un morceau, un album que tu écoutes en boucle qui te fait du bien? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ça dépend des périodes. Crumb, c'était
c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est absolument fantastique. Je les ai découverts il y a peut-être 6 mois, non allez, à peu près 1 an maintenant. Et je peux les écouter en boucle. T'as un titre par exemple qui te vient à l'esprit? Il y a Amama, je crois, c'est ça. Et A-M-A-M-A, qui est absolument extraordinaire. Et ce que je trouve génial aussi dans ce groupe-là, c'est qu'ils donnent un détail très particulier à la fin de leur musique. Comme s'il y avait une sorte de musique après la musique, qu'on peut réutiliser pour sampler ou n'importe, mais c'est extraordinaire. Franchement, j'ai jamais vu un groupe faire ça avec autant de soin. Et c'est ça, c'est eux, c'est vraiment la recherche de la sonorité, les paroles peut-être un peu moins, mais même dans l'esthétique des clips, j'adore. C'est très à part. Grizzly Bear, que j'écoute beaucoup, tu devrais l'écouter. Oui, parce que oui, je fais la tête de la personne de je ne sais pas qui c'est. C'est pareil, c'est un groupe, c'est américain ou peut-être canadien, j'en sais rien. Extraordinaire. J'ai découvert ça, c'était peut-être en 2012 et ça m'a accompagné ensuite pendant mes années de master et autres. Quand je vivais en Allemagne, j'écoutais que ça. Les musiques sont très atmosphériques. Elles te donnent cette Stimmung, cette humeur très particulière qui permet de te mettre dans une bulle à part, tout en ayant une sonorité qui est très subtile, très détaillée. Tu sens la minutie de l'artiste. Jean-Daniel, merci beaucoup pour cette interview. Je suis très content de t'avoir reçu. J'espère que les auditeurs auront apprécié aussi t'avoir avec nous. J'espère. Je vous l'avais dit, c'est quelqu'un que vous n'allez pas oublier. Merci en tout cas, Jean-Daniel. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Salut, merci. Au revoir.